Je vais changer un peu de sujet. Je vais parler des entrepôts de données de santé, évidemment. Vous connaissez maintenant. On a vu une transition. Hein. On est parti de SysMef en 1995. Et les thématiques de recherche ont évolué. Il y a une activité aussi hospitalière qui a commencé à émerger avec cette activité de recherche. Et donc là, on l'a vu tout à l'heure avec le médicament, on commence à parler de plus en plus de données de santé. Donc là, on va franchir allègrement le pas et parler du projet NetSam et des deux projets actuels qui sont connexes, qui sont des projets financiers, qui sont DataForex et Orchidée. Enlever le masque, ça ne nous dérange pas. Alors, les EDS, qu'est-ce que c'est? Je vais refaire le cours pour ceux qui n'auraient pas suivi ce qui s'est passé ces 10 dernières années. Donc, ça va être des grandes bases de données avec des outils spécifiques qui sont attachés, qui vont permettre d'agréger un maximum d'informations qui sont contenues dans les systèmes d'information hospitaliers. Parce que, comme vous le savez probablement, dans un hôpital, et surtout dans un hôpital universitaire, les données de santé, elles sont éparpillées dans des dizaines et des dizaines de bases de données, plus ou moins complexes, plus ou moins ouvertes, plus ou moins qualitatives, et avec des données plus ou moins massives. Et donc, l'idée derrière un EDS, c'est justement de pouvoir gommer au maximum tout ça et de récupérer toutes les informations qu'on pourra qualifier. Et évidemment, un cadre réglementaire et sécurisant, puisque là, on va récupérer l'intégralité des informations, on va avoir la quintessence de l'information clinique, et donc on va accroître les risques d'attaque par des gens qui nous veulent du mal. Alors, les objectifs des EDS, même si c'est un petit peu chargé, j'aime bien y passer un peu de temps parce que c'est pour vous montrer que les entrepôts de données de santé, ce n'est pas que pour la recherche. Alors, évidemment, on fait beaucoup de recherche, on verra tout à l'heure dans les stats avec ETSAN. Donc, on va s'attacher à améliorer la recherche interventionnelle, notamment en faisant du prescreening. On pense un début de révolution sur ce type d'études où on va pouvoir inclure beaucoup plus facilement, on l'espère, beaucoup plus rapidement aussi, des profils de patients qui ne seraient même pas forcément passés par les services auxquels on s'attendait au départ. Ça permet d'aller beaucoup plus vite plutôt que d'aller regarder les dossiers à la main ou de tomber un peu sur les patients au petit bonheur de la chance. Évidemment, ça permet aujourd'hui beaucoup plus la recherche observationnelle rétrospective puisque les données elles sont dans l'EDS, elles sont déjà disponibles. Et donc, on a la possibilité de conduire des dizaines, des centaines, des milliers de cohortes, comme on l'entend. Et on va essayer même de plus en plus de créer, je vous en parlerai tout à la fin, des cohortes de façon maintenant complètement automatique. Mais en dehors de cette recherche biomédicale, on a aussi aujourd'hui des sujets qui nous animent beaucoup, alors qui sont plus rares, qui sont beaucoup plus complexes et qui font appel à des méthodes un petit peu nouvelles. Et notamment, on s'intéresse de plus en plus au dépistage ou à la prévention directement dans l'entrepôt de données de santé pour détecter des profils de santé particuliers. Donc, je vais noter le seul cas aujourd'hui qui est efficace et effectif au CHU de Rouen. C'est la prévention secondaire de l'ostéoporose, ce qu'on appelle la filière fracture en rhumatologie. Donc ça, c'est avec nos collègues, et ils nous ont challengé les rhumatologues pour créer un algorithme qui détecte des fractures typiques ostéoporotiques à partir des comptes rendus hospitaliers qui soient générés, soit dans le contexte de si vous voulez, puisqu'en fait, la majorité du temps, ces patients, ils sont traités pour leur fracture de façon aiguë. Mais on ne va pas forcément toujours s'intéresser au type de fracture et aux causes de cette fracture. Donc l'idée là, c'est qu'on trouve ces patients avec l'algorithme. Il y a ensuite une infirmière qui va revoir les dossiers et va rappeler les patients en fonction des profils des patients. Et si les patients le souhaitent, parce qu'ils ne sont pas déjà suivis en ville par un rhumatologue, eh bien, ils peuvent venir faire un hôpital de jour, une filière spécifique, passer un acte d'ostéométrie associé à une consultation médicale pour, voilà, s'ils sont diagnostiqués ostéoporose, suivre une thérapie particulière. On a d'autres sujets qui nous intéressent beaucoup, évidemment, encore une fois, avec les médicaments, c'est la vigilance, c'est la pharmacovigilance, mais d'autres types de vigilance, ça va être chercher l'aiguille de la meule de foin grâce aux entrepôts de données de santé. Ça, c'est extrêmement à la mode et ça commence à porter ses fruits. On a déjà eu, nous, un certain nombre de cas d'usage, alors pas 50, mais quelques-uns très intéressants. Ce qui se développe aussi de plus en plus, c'est les indicateurs d'activité et de pilotage et d'aide pour la production de données épidémiologiques. Donc ça, on va pouvoir en parler tout à l'heure. On veut aussi travailler sur les indicateurs de qualité. On en a un peu parlé déjà
Pierre, il y a quelques années, à la HS, il y a des choses qui se font. Alors, le Covid a un petit peu balayé tout ça temporairement, mais peut-être que ça, on va y revenir. Et aujourd'hui, les indicateurs de qualité sont créés dans les hôpitaux, sont créés de façon manuelle, la plupart du temps, sur des échantillons plus ou moins aléatoires. Utiliser les entrepôts pour répondre à ces critères, ça pourrait être une très belle piste. Évidemment, on veut aussi rapporter l'argent à l'établissement avec l'amélioration du codage PMSI. Et puis, c'est un fabuleux outil pour la pédagogie médicale, pour tous les internes, pharmacie, de médecine, paramédicale, parce qu'on peut trouver des cas plus ou moins rares, mais avec des données de vie réelle. Alors, un EDS, ça ne se fait pas comme ça, c'est un projet institutionnel, c'est un projet long, complexe, qui fait intervenir beaucoup d'acteurs. Chez nous, on a eu la chance d'avoir été sollicité par la direction générale fin 2017. On a mis, vous voyez, 3 ans pour arriver à une autorisation d'accueil, puisqu'évidemment, comme je le disais tout à l'heure, au niveau sécurité informatique et réglementaire organisationnel, il y a tout un aspect. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous ferai grâce de nombreuses règles. C'est extrêmement chronophage. Céline est partie, mais c'est répété notre DPO tout à l'heure, elle n'était pas là au moment de la constitution du dossier, mais évidemment, elle nous aide encore presque au quotidien sur ce sujet-là qui est extrêmement difficile. Notre entrepôt, donc, c'est aujourd'hui plus de 2 millions de dossiers patients au CHU qui sont venus au moins une fois ces 20 dernières années, ce qui est pas mal. Et donc, pourquoi est-ce que nous, on a créé notre propre solution? Le PADI, c'est notre solution. Alors, parce que vous avez vu que déjà, on a une équipe de joyeuserie. Le PADI, c'est notre propre. Non, c'est-à-dire des ingénieurs informatiques. Et donc, on a déjà eu l'habitude de créer des outils de recherche d'information. On l'a vu tout à l'heure, SysMef, LISA, ITOP, etc. Donc, on ne part pas de rien. Et on est parti un peu comme des fous, mais ça a pris du temps, c'était compliqué. Et aujourd'hui, on a une architecture assez intéressante, un peu technique, mais vous allez voir, on a des types d'informations qui sont, on va dire, transversales à tous les domaines, quasiment tous les domaines de la médecine. Et en plus, on se donne l'accès à des bases de données de spécialité dans ce qu'on appelle le data lake, lac de données. On a aussi, évidemment, on a parlé tout à l'heure, un grand apport de la sémantique grâce à l'exploitation des terminologies de santé, donc dans ITOP. Et puis, on a été obligé aussi de se mettre au gré malgré au traitement automatique du langage naturel, puisque aujourd'hui, comme d'ailleurs a priori ça sera probablement le cas dans le futur, 80% de l'information clinique pertinente se trouve dans les comptes rendus médicaux. Donc, il faut absolument savoir les lire pour que la machine puisse les lire pour nous. C'est une belle illustration, j'espère, de comment est-ce qu'on fait un entrepôt de données santé. Vous voyez, c'est très simple. On a quelques bases de données à gauche. Bon, il faut aller s'amuser à savoir où et quoi. On crée les fameux programmes ETL pour aller récupérer les informations pertinentes. On va les standardiser, essayer d'améliorer comme on peut et surtout pseudonymiser, sécuriser la donnée. Et on met tout ça dans un environnement avec des briques associées. Donc, c'est quoi ces briques? Une première brique qui permet de faire évidemment la requête ou les requêtes dans le système de la façon la plus temps réel possible, la plus rapide possible. Et donc, ce qu'on fait concrètement, notre activité hospitalière, développer et puis voilà, mettre en place. Maintenant, c'est Francesco, il est là-bas, voilà. Merci beaucoup à Francesco. Baptiste aussi en a fait un petit peu, Romain en a fait un petit peu à son époque. Et puis maintenant, le tout beau Michael Dussen qui va bientôt commencer demain, ça y est, le mettre les mains dedans. Et on propose des consultations entre guillemets, à tous les professionnels de santé qui veulent accéder à l'entrepôt pour pouvoir créer des requêtes tous ensemble avec toujours le souci de fameux précision rappel, donc la même au niveau méthodologique, les mêmes problèmes qu'on se pose quand on cherche des articles scientifiques finalement sur l'ISA, sur PubMed, etc. Donc ensuite, il y a tout un aspect réglementaire, je ne vais pas aller dedans parce que ça ennuie tout le monde, nous y compris. On a, je vous ai fait une petite capture, on ne voit peut-être pas grand-chose, mais on a donc un outil aujourd'hui qui est quand même relativement industriel, on va presque parler d'industrialisation. On a un tout petit peu de bugs, mais franchement, il y en a plus trop. Sur lequel on peut faire des requêtes soit sur du texte, encore une fois, du PMSI, de la biologie, ce que vous voulez. Et puis ensuite, on fait si on veut
combiner ces différentes requêtes, on peut combiner ces différentes requêtes. On peut également regarder un certain nombre d'éléments dans les documents pour voir si c'est prêt avec ce qu'on a voulu créer. Un autre aspect, c'est de plus en plus utilisé maintenant, c'est la notion, comme j'ai dit tout à l'heure, d'indicateur. Et pour ça, on passe par la notion de tableau de bord. Vous avez mis une petite figure assez récente la semaine dernière sur les indicateurs, par exemple, qui sont en virologie au CHU, pour pouvoir bien qualifier l'épidémie de façon un peu plus précise que ce qu'on faisait habituellement. On peut aller même jusqu'à la localisation géographique, alors avec, encore une fois, tous les aspects réglementaires qui sont respectés. Donc ça, c'est des éléments qui sont aujourd'hui utilisés quotidiennement par la Direction générale du CHU pour pouvoir comprendre la dynamique d'une épidémie. Et ici, également, aux urgences adultes du CHU de Rouen, au-delà d'une dynamique d'épidémie, une dynamique d'entrée-sortie dans un service particulièrement en tension, surtout ces derniers mois. Donc ça c'est des choses qu'on va encore améliorer, qui est devenu aujourd'hui un projet institutionnel. Enfin, l'entrepôt de données de santé, c'est aussi des projets maintenant plus innovants. Donc, je parlais tout à l'heure, la notion de cohorte automatique, ça c'est un projet Etsenco qui était financé par la région FEDER au niveau européen, avec Marie-Pierre Tavoletti, qui est une épidémiologiste chez nous à Rouen. Et en fait, on a mis en place cette méthodologie qui nous a permis de créer de façon complètement automatique une cohorte ici autour des troubles du comportement alimentaire, avec une méthode d'évaluation des outils qu'on crée et qui a montré des très bonnes performances, meilleures qu'espérées, avec 94% d'exactitude, ce qui est très encourageant pour nous permettre. Et là, on a 2 nouvelles cohortes qui sont en cours de construction avec cette même méthodologie. Et donc, tous ces traitements un peu plus complexes, ils sont faisables grâce à ce qu'on a parlé tout à l'heure, un métier qui n'est pas si récent que ça, mais qui peut-être maintenant voit beaucoup d'étudiants sortir tous les ans de master. Donc, les scientifiques de données chez nous. Mais le but, c'est qu'on ait 2 ou 3 personnes qui viennent soutenir son activité pour pouvoir créer des algorithmes spécifiques en fonction des capteurs. Et donc ça se fait vraiment avec la programmation informatique. Donc, par du temps, c'est avec du Python ou du R pour faire des choses assez complexes. Donc rapidement, vous voyez, ça fait plus de 4 ans qu'on est en pleine activité au niveau réglementaire de ETSAN. On a aidé au montage et à la réalisation de plus de 630 projets maintenant au sein de l'hôpital. Donc c'est vraiment une activité quotidienne pour nous. Vous voyez qu'on est à peu près à 57% de thèses et mémoires. C'est beaucoup, mais en même temps, ce n'est pas tant que ça. Le reste, ça va être de la recherche, donc l'infusion, la création de cohortes automatiques, etc. Et donc, c'est des cas d'usage qui sont relativement variés, mais qui nous challengent quand même toujours sur un certain nombre de problématiques de la qualité de données, de la structuration de la donnée. En gros, on ne peut pas s'endormir sur nos lauriers. Il y a toujours des choses nouvelles à améliorer et des choses aussi qu'on découvre au fur et à mesure. Ça, je vous montre ça, c'est le nombre de demandes par unité médicale à l'intérieur du CHU, avec les urgences qui sont les premiers, dermato en deuxième, dermato en troisième. Simplement, j'aime bien montrer cette slide, pas pour dire qu'il y a des préférés ou des gens qui ont des habitudes de venir chez nous, c'est simplement aussi parce qu'il y a des services qui sont relativement autonomes sur leur extraction de leurs données, ils ont leurs habitudes, parce qu'ils ont déjà des systèmes de codage qui fonctionnent très bien, alors que d'autres, au contraire, ne fonctionnent pas du tout, ou alors ça fonctionne très mal. Aux urgences, par exemple, le système de codification des dossiers n'est pas du tout le même qu'en hospitalisation, et en dermatologie aussi, dans d'autres problématiques qui sont l'exhaustivité et la pertinence du codage de la CIM10. Donc là, quand on parle de la terminologie, encore une fois, c'est toujours intéressant de s'accrocher aux terminologies, ça nous permet de faire beaucoup de choses, mais ça ne permet pas de faire tout, d'où l'intérêt des entrepôts de données de santé, entre autres. Et on a une très grosse dynamique en termes de nombre de projets accompagnés cette année, en 2024, l'année dernière, on a une très grosse progression de 60%. On ne sait pas trop où ça s'arrêtera, mais il parle beaucoup, il travaille ici. Et ça, c'est également pour nous, vous l'aurez compris, on est une équipe de recherche, un sujet de recherche important. On a parlé beaucoup du médicament, mais voilà, on s'intéresse aussi à d'autres types de méthodologies. Et donc aujourd'hui, on a une vingtaine de publications autour des salles. Et surtout, on a une trentaine maintenant de publications
publications qui exploitaient ça. Donc ça, c'est des publications par nos collègues cliniciens. Donc, je voulais rappeler que pour créer un entrepôt, on ne fait pas ça tout seul. Il faut être évidemment soutenu par une direction, parce que voilà, ça coûte un petit peu d'argent. C'est politique et institutionnel. Il faut être aussi soutenu par des gens qui sont compétents sur les aspects informatiques et les aspects réglementaires. Alors, rapidement pour terminer, je vais vous parler de deux projets. Donc, le premier, c'est le projet Data for Health. Donc, le projet Data for Health, c'est notre projet commun avec les 3 autres CHU du G4, donc Lille, Amiens, Caen et Rouen, puisque vous êtes peut-être pas sans savoir qu'en France, la majorité des établissements CHU ont été lauréats, soit l'année dernière, soit l'année d'avant, de l'appel à projet EDS pour construire ou consolider son entrepôt de données de santé. Le but, c'est d'avoir vraiment un maillage territorial et quasiment tous les CHU ont été financés. Pour nous, c'est à travers ce consortium G4. L'idée, c'est de créer une plateforme commune, à peu près comme tous les lauréats d'ailleurs, dans toutes les interrégions. Je pense, je ne sais pas si Vianney, c'est pareil, je pense chez vous à peu près. À Hugo, c'est pareil. L'idée, c'est donc de dire on ne va pas faire un super EDS qui va contenir toutes les informations, parce que c'est trop compliqué, à la fois réglementairement et techniquement et politiquement. Mais on va créer une plateforme sur laquelle on pourra mener des projets en commun. Pas du tout la même chose, puisque là, ça sera projet par projet. Chacun va mettre sa pierre à l'édifice. Et puis, ceux qui ne veulent pas participer à telle étude ne le font pas. Et puis, ceux qui veulent être plutôt meneurs pourront le faire. Et ça nous permettra de travailler aussi avec d'autres établissements, pas forcément que nous, entre 4 établissements, mais évidemment avec d'autres CH, d'autres CHU en dehors, voire des partenaires industriels. Alors, au sein de ce projet, on a 2 sous-projets qui nous animent. Celui d'à droite, c'est Reuse for Core, je viens d'en parler, c'est l'histoire de la méthodologie de création automatique de corps à partir de l'EDS. Et puis, l'autre qui nous intéresse très fortement, c'est le lien entre la ville et l'hôpital. Ce sera d'ailleurs le topo juste après avec Mathieu Schwerz. C'est l'idée d'avoir une vision, un continuum sur la prise en charge des patients entre ce qui se passe en ville et à l'hôpital et en ville dans les 2 sens. Parce qu'évidemment, vous savez que le suivi des patients, même leur diagnostic, se fait très rarement seulement à l'hôpital et qu'il faut qu'on arrive à faire mieux travailler les uns et les autres. Et pour ça, il faut qu'on ait des infrastructures et des méthodologies qui nous permettent de mieux qualifier et structurer la donnée entre ces 2 types de sources, ce qui est un challenge énorme. Heureusement, il y a des initiatives comme le projet PKDP qui va être mentionné juste après. Et pour finir, on a le projet Orchidée, donc qui est un projet qui a un financement européen, mais qui a une vocation nationale autour de la création d'un réseau de centres hospitaliers, donc des CHU, vous allez voir, dans la surveillance épidémiologique, cette fois-ci, grâce aux entrepôts de données de santé, justement, et puis avec un certain nombre à côté, un certain nombre de réseaux qui évidemment existent déjà. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de CHU, fois le maillage, et on s'appuie énormément sur l'appel à projet qui est cité tout à l'heure, puisqu'il y a beaucoup de CHU qui sont en capacité maintenant d'avoir des entrepôts de données de santé. Donc, Orchidée, très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est de s'appuyer quand même sur des thématiques, et pas à partir dans tous les sens. Donc, la thématique prioritaire, ce sont les infections respiratoires aiguës, qui sont en charge avec Yanné Laval avec Bordeaux, notamment. Et à Rouen, nous, on est responsable des infections bactériennes sévères, des antibiorésistances. Et puis, vous voyez qu'il y a 2 autres thématiques aussi. Donc, l'idée, c'est d'abord de se mettre d'accord tous entre experts. Alors, c'est très multidisciplinaire, parce qu'évidemment, il faut des experts médecins, autant sur la partie infectiologie, virologie, bactériologie. Et puis, il faut aussi des épidémiologistes, des informaticiens médicaux, des biostatisticiens, que tous ces gens-là se mettent d'accord et pour créer des indicateurs qui soient pertinents. Je ne l'ai pas dit, mais tout ça est piloté évidemment par Santé publique France, parce que c'est à la fin eux qui sont ceux qui vont colliger les données et pouvoir permettre une meilleure interprétation de toutes ces données au niveau régional, voire national. Et donc l'idée, c'est d'être le plus réactif possible. On l'a vu avec le Covid, c'était pas TikTok, c'est moins qu'on puisse dire. C'est pas forcément toujours reproductible, c'est pas toujours très robuste. Et donc l'idée, c'est avec ces entrepôts, l'hypothèse, c'est qu'on sera peut-être mieux en capacité de répondre à ces enjeux-là
des indicateurs qui soient justement reproductibles et qui soient mieux qualifiés pour chacun des établissements. Voilà, je vous remercie.